Papa, promis, je mangerai peu. Ces mots, murmurés dans le froid glacial d'une nuit de novembre, n'étaient pas seulement une supplique. C'était le début de la fin pour un homme, et le commencement d'une rédemption pour un autre. L'écho fragile de cette promesse d'enfant, perdue près des balançoires rouillés d'un square abandonné, allait déclencher une avalanche d'événements qui prouveraient que la vraie richesse ne se compte pas en euros, mais en courage et en vérité. Cette histoire est un rappel puissant que parfois, il faut tout perdre pour enfin se trouver. Je vous invite à la suivre jusqu'au bout, car les révélations que vous allez découvrir sont bouleversantes. Quand vous aurez tout vu, dites-moi dans les commentaires quelle note, de 0 à 10, vous lui donnez. Et si elle vous touche, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir mon travail. Votre soutien est ce qui me permet de continuer à partager ces récits avec vous. Notre histoire se déroule à Bricmont, une petite ville fictive des Hauts-de-France, écrasée par un ciel gris presque permanent et les fantômes de son passé industriel. Les rues sont bordées de maisons en briques rouges, beaucoup portant les cicatrices du temps, du chômage et des espoirs déçus. L'atmosphère y est lourde, imprégnée d'une mélancolie tenace, celle d'une communauté qui a le sentiment d'avoir été oubliée par le reste du pays. C'est un lieu où les rêves viennent mourir, pas naître. Pourtant, à des centaines de kilomètres de là, dans un appartement parisien dont les baies vitrées surplombent la Seine, un homme originaire de Bricmont incarnait la réussite absolue. Antoine Dubois, 48 ans, était un millionnaire. Un promoteur immobilier qui avait bâti sa fortune sur le béton et l'acier, en transformant les vieux quartiers en complexes modernes et aseptisés. Il portait des costumes sur mesure qui coûtaient bien plus cher que le loyer annuel d'une famille de sa ville natale. Il conduisait une voiture de luxe dont le moteur ronronnait avec une puissance satisfaite. Il était l'image même du succès que la France aime célébrer. Mais ce succès cachait une fissure profonde, un vide que rien ne semblait pouvoir combler. Chaque soir, Antoine dînait en silence dans son immense appartement, le cliquetis de ses couverts sur la porcelaine fine étant le seul son brisant une solitude assourdissante. Ses nuits étaient sans sommeil, hantées par une angoisse sans nom. Car cet homme, qui pouvait raser des pâtés de maison d'un simple trait de plume sur un contrat, était incapable d'effacer une seule image de son passé. Ce vide avait une origine, un nom, un lieu. Bricmont. La ville qu'il avait fuie 30 ans plus tôt, jurant de ne jamais y revenir. Et au cœur de cette ville, un souvenir toxique, la disparition de sa petite sœur, Sophie. Elle n'avait que 6 ans. Il en avait 18, et il était censé la surveiller ce jour-là. Il jouait dans ce même square où notre histoire commence, ce lieu maudit aux balançoires grinçantes. Puis, un instant d'inattention, un cri étouffé, et plus rien. Sophie s'était volatilisée. La culpabilité était devenue l'ombre d'Antoine, une compagne fidèle qui le suivait partout, des salles de réunion luxueuses aux draps de soie de son lit vide. Ironiquement, c'est cette même culpabilité qui le ramenait aujourd'hui à Bricmont. Pas pour chercher des réponses, mais pour détruire. Son plus grand projet immobilier était sur le point de commencer. Raser un quartier entier de la vieille ville, y compris ce square maudit, pour y construire des logements de luxe. Pour les investisseurs, c'était une opération rentable. Pour Antoine, c'était une façon de détruire physiquement son passé, de couler une dalle de béton sur le fantôme de sa sœur. Il pensait qu'en anéantissant le lieu du drame, il anéantirait enfin sa douleur. Il ne pouvait pas se tromper davantage. Cette même nuit, alors qu'Antoine tentait de trouver le sommeil à Paris, une autre tragédie, plus silencieuse, se jouait à Bricmont. Près du square, une voiture s'est arrêtée. Un homme en est sorti, le visage ravagé par le désespoir. C'était Marc, un homme brisé par les dettes et l'alcool, un de ces oubliés de Bricmont. Il a ouvert la portière arrière et en a fait sortir une petite silhouette. C'était Léa, sa fille de 7 ans. Elle était menue pour son âge, avec des yeux immenses qui semblaient avoir déjà tout vu, tout compris. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas crié. Elle a juste regardé son père et a murmuré ces mots qui allaient tout changer. « Papa, promis, je mangerai peu. » Une promesse terrible, celle d'une enfant prête à s'effacer pour ne plus être un fardeau. Marc n'a pas répondu. Il a déposé à côté d'elle son seul bien, un petit lapin en laine tricotée, usé par les câlins, dont un œil en bouton pendait tristement. Puis il est remonté dans sa voiture et a disparu dans la nuit pluvieuse, abandonnant sa fille au milieu des fantômes de la ville. Léa était restée là, immobile sous la pluie fine et glaciale. Elle n'a pas cherché à suivre la voiture. Elle s'est assise sur le banc humide, serrant son lapin contre sa poitrine comme un bouclier contre le monde entier. Elle ne pleurait pas.
Elle avait appris très jeune que les larmes ne servaient à rien. Elle avait un talent secret, une force intérieure que personne ne soupçonnait. Sa mémoire. Elle se souvenait de tout, des couleurs, des odeurs, des visages. Et surtout, elle se souvenait d'une vieille berceuse que sa grand-mère, récemment décédée, lui chantait pour l'endormir. Une mélodie douce et étrange, une mélodie qui n'appartenait qu'à elle. À Paris, Antoine s'est réveillé en sursaut, le cœur battant. Une angoisse inexplicable, plus forte que d'habitude, l'avait saisi. Il n'arrivait plus à respirer. Poussé par une impulsion qu'il ne comprenait pas, il s'est habillé, a pris sa voiture et a roulé toute la nuit. Il ne savait pas pourquoi, mais il devait aller là-bas. Il devait voir le square une dernière fois avant que les bulldozers n'arrivent. Quand il est arrivé à Bricmont, les premières lueurs de l'aube peinaient à percer le ciel gris. La pluie avait cessé, mais le froid était mordant. Il a garé sa voiture et a marché vers le square. Et c'est là qu'il l'a vue. Une petite forme recroquevillée sur un banc. Une enfant. Seule. Son premier réflexe fut celui de l'homme d'affaires. Un problème à régler. Il fallait appeler les services sociaux, se débarrasser de cette complication et retourner à sa vie. Il s'est approché, le téléphone déjà en main, prêt à composer le numéro. Une procédure simple, efficace. Mais alors qu'il n'était plus qu'à quelques mètres, un son a flotté jusqu'à lui, à peine audible. Un fredonnement. La petite fille, pour se calmer, pour se donner du courage dans le froid et l'obscurité, chantonnait une mélodie. Au début, ce n'était qu'un murmure indistinct, mais à mesure qu'Antoine se rapprochait, les notes devinrent plus claires. Et soudain, il s'est figé. Le sang s'est retiré de son visage. Le téléphone lui a glissé des doigts et est tombé sur le sol humide sans qu'il s'en aperçoive. Ce n'était pas n'importe quelle mélodie. C'était la berceuse. La berceuse unique que sa mère leur chantait, à lui et à sa petite sœur Sophie, et à personne d'autre. Une mélodie intime, secrète, tissée avec les fils de leur enfance, une mélodie qu'il pensait enterrer pour toujours avec les souvenirs de sa sœur. Le monde d'Antoine a basculé. Le promoteur immobilier a disparu, l'homme d'affaires s'est évaporé. Il ne restait plus qu'un frère aîné, pétrifié par un fantôme revenu d'entre les morts, sous la forme d'une chanson. Comment cet enfant pouvait-elle connaître cet air? C'était impossible. Il a ramassé son téléphone, mais pas pour appeler les services sociaux. L'idée même lui paraissait maintenant monstrueuse. Laisser cet enfant, né dépositaire de son secret le plus profond, à des inconnus? Inimaginable. Il s'est agenouillé à sa hauteur, sa voix rauque et mal assurée. « Comment t'appelles-tu » Léa l'a regardé avec ses grands yeux graves, sans peur. Elle a serré plus fort son lapin en laine. « Léa » a-t-elle répondu d'une petite voix. Antoine a lutté pour garder son calme. « Cette chanson, où l'as-tu apprise, Léa » La fillette a haussé les épaules. « C'est Maminou qui me la chantait, pour dormir. » Maminou. Sa grand-mère. Le cerveau d'Antoine tournait à plein régime, cherchant une explication logique, rationnelle. Il n'y en avait aucune. Il ne pouvait pas la laisser là. Poussé par une force qu'il ne contrôlait plus, il a pris la décision la plus insensée de sa vie. « Viens avec moi. Je vais te mettre au chaud. » Il l'a enveloppé dans son manteau de cachemire hors de prix et l'a emmené à son hôtel, une anomalie vivante dans le décor impersonnel et luxueux de sa suite. Pendant que Léa prenait un bain chaud, Antoine passait des appels. Pas à ses associés, mais aux services sociaux. Mais cette fois, le discours était différent. Il expliquait avoir trouvé une enfant abandonnée, qu'il l'avait mise en sécurité et qu'il souhaitait s'en occuper temporairement, le temps de comprendre la situation. La réaction à l'autre bout du fil fut un mélange de suspicion et de procédure administrative. Une assistante sociale, une certaine Madame Dubois, une ironie du sort qui ne lui échappa pas, lui annonça qu'elle passerait le lendemain matin. En attendant, il était responsable. Responsable. Ce mot résonnait en lui comme une condamnation. Il avait été responsable de Sophie, et il avait échoué. Maintenant, le destin lui imposait une seconde épreuve. Il a commandé au room service tout ce qu'un enfant pouvait désirer. Mais Léa n'a presque rien touché, se contentant d'un bol de soupe, comme pour honorer sa promesse tragique de ne pas être un fardeau. Les jours suivants furent un cauchemar logistique et émotionnel. La vie réglée d'Antoine a volé en éclats. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Ses associés à Paris ne comprenaient pas. « Antoine, les bulldozers attendent ton feu vert. Chaque jour de retard nous coûte une fortune.
Qu'est-ce que tu fabriques à Bricmont? Il mentait, inventait des problèmes administratifs, des complications avec la mairie. Il sentait leur impatience se transformer en colère. Il était en train de mettre en péril le plus grand projet de sa carrière pour une gamine sortie de nulle part. Les services sociaux, de leur côté, étaient méfiants. Pourquoi un millionnaire parisien s'intéressait-il soudainement au sort d'une enfant de Bricmont? On lui a accordé une garde temporaire, précaire, sous surveillance stricte, en attendant de retrouver la trace du père. Mais le plus grand conflit se jouait à l'intérieur d'Antoine. S'occuper de Léa était une torture. Chaque geste ravivait sa culpabilité. Lui donner à manger, c'était se souvenir des goûters partagés avec Sophie. La bordeur dans son lit, c'était revoir le visage de sa sœur s'endormant. Il revivait chaque jour son échec passé, sa faute impardonnable. Pourtant, il ne pouvait pas s'arrêter. Il était obsédé par cette berceuse. C'était devenu une quête. Il a commencé à enquêter discrètement sur la famille de Léa. Il a engagé un détective privé, un ancien policier de la région, pour retrouver le père, Marc, mais aussi pour en savoir plus sur cette Maminou. Pendant ce temps, il découvrait Léa. C'était une enfant silencieuse, mais incroyablement observatrice. Elle passait des heures à dessiner sur les bloc-notes de l'hôtel, avec une précision étonnante pour son âge, et elle avait cette mémoire prodigieuse. Elle se souvenait de tout, des conversations entendues, des visages croisés. Un soir, alors qu'il travaillait sur les plans de son projet immobilier, les plans qui allaient raser le square, Léa s'est approchée. Elle a regardé les documents et a pointé un doigt minuscule sur un petit bâtiment. C'est là qu'habitait Maminou, dans la maison avec le volet cassé. Le cœur d'Antoine a manqué un battement. La maison de sa grand-mère était sur le point d'être détruite. Par lui. Le projet immobilier, qui était censé être sa vengeance sur le passé, devenait de plus en plus monstrueux. Il ne voyait plus des bâtiments vétustes à abattre, mais des vies, des souvenirs. Il commençait à voir le vrai visage des gens qu'il voulait exproprier. Des familles, comme celle de Léa. Des gens que le système avait laissés pour compte. Des gens comme sa propre famille l'avait été. Des décennies plus tôt. Son enquête a commencé à porter ses fruits. Le détective a retrouvé la trace de Marc cachée dans une ville voisine, rongée par la honte et l'alcool. Mais c'est l'information sur la grand-mère qui a tout changé. Elle était décédée quelques mois plus tôt, dans la pauvreté la plus totale. Et son nom de famille n'était pas celui de Léa. Elle portait un nom d'emprunt. Personne ne savait vraiment d'où elle venait. Elle était arrivée à Bricmont une vingtaine d'années auparavant, déjà seule. Un nom d'emprunt. Pourquoi? Antoine sentait qu'il touchait à quelque chose d'essentiel. Cette intuition le poussa à faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 30 ans. Retourner dans la maison de son enfance. La maison de ses parents, désormais vides et silencieux, était restée figée dans le temps. Un musée de sa propre culpabilité. Il monta au grenier, l'air y était lourd de poussière et de souvenirs. Il ouvrit de vieilles malles, toussant dans la pénombre, jusqu'à ce qu'il trouve une boîte en carton, écrasée par le temps, sur laquelle sa mère avait écrit d'une main tremblante « Souvenir Sophie ». Son cœur battait à se rompre. À l'intérieur, parmi des dessins d'enfants et un carnet de notes, il y avait une pile de photographies. Et sur le dessus, une photo Polaroid, aux couleurs passées. Une petite fille de 6 ans, souriante, les cheveux en bataille, assise sur une balançoire. Sa sœur, Sophie. Dans ses bras, elle serrait un petit lapin en laine tricotée. Un lapin identique à celui de Léa, à l'exception d'un détail. Les 2 yeux en bouton étaient encore solidement cousus. Le monde d'Antoine vacilla. Ce n'était plus une coïncidence. C'était un lien, un fil tangible qui traversait les décennies de silence et de douleur. Ce lapin n'était pas un simple jouet. C'était un héritage. Alors qu'il tenait la photo, sa main tremblante, son téléphone sonna. C'était le détective privé. Sa voix était neutre, professionnelle, mais les mots qu'il prononça furent comme une déflagration. « Monsieur Dubois, j'ai du nouveau sur la grand-mère de la petite. J'ai réussi à obtenir une copie de son acte de naissance original, celui qu'elle a utilisé pour obtenir ses faux papiers il y a des années. C'était bien caché. Son vrai nom n'a rien à voir avec celui qu'elle utilisait. » Un silence. Antoine retint son souffle. Elle s'appelait Sophie, Sophie Dubois. Le téléphone tomba une seconde fois des mains d'Antoine. Il s'écrasa sur le plancher du grenier, mais Antoine ne l'entendit pas. Le son avait été aboli, l'air lui manquait. Sophie. Sa sœur. Vivante. Elle avait été vivante pendant toutes ces années. Elle n'avait pas été enlevée.
Elle n'avait pas été victime d'un prédateur dans ce square maudit. Elle s'était enfuie. Adolescente, quelques années après ce fameux jour, fuyant une atmosphère familiale devenue trop lourde, trop tendue par le non-dit et la suspicion. Elle avait changé de nom, avait vécu une vie de misère, ici, à Bricmont, à quelques kilomètres de la maison où il avait grandi, trop fière ou trop honteuse pour jamais reprendre contact. Le choc fut cataclysmique. La culpabilité qui l'avait rongée pendant 30 ans s'effondra, remplacée par une horreur d'une toute autre nature. Il n'avait pas échoué à la protéger d'un monstre extérieur. Il avait fait partie du monstre intérieur qui l'avait poussé à partir. Et Léa était sa petite nièce, le sang de son sang, la fille de sa sœur. L'homme qui voulait raser un quartier entier pour oublier son passé venait de découvrir que ce quartier était le dernier refuge de sa sœur. Son projet immobilier n'était plus une affaire de millions d'euros. C'était la profanation d'une tombe, l'effacement de la dernière trace de la vie de Sophie. Tout changea. La suspicion des services sociaux, la colère de ses associés, tout cela devenait insignifiant. Il n'y avait plus qu'une seule chose à faire, une seule voie possible, même si elle menait au suicide professionnel. Le sacrifice était devenu inévitable. Pour honorer la mémoire de Sophie et offrir un avenir à Léa, il devait tout détruire. Mais pas le quartier, sa propre vie. Le lendemain, une réunion cruciale était organisée à la mairie de Bricmont avec les investisseurs parisiens, furieux de ces retards inexpliqués. Ils étaient venus en force pour exiger le début des travaux. Antoine se présenta, mais il n'était plus le même homme. Son costume impeccable semblait trop grand pour lui. Son regard n'avait plus cette lueur d'acier, mais une détermination sombre et profonde. Il s'assit à la grande table de réunion, face à des visages hostiles et impatients. Le maire commença par un discours sur le progrès, l'avenir de Bricmont. Les investisseurs enchaînèrent avec des chiffres, des projections de rentabilité, des menaces à peine voilées de poursuites judiciaires. Antoine les laissa parler, silencieux, absorbé par ses pensées. Puis, quand ce fut son tour, il ne sortit aucun dossier, aucun graphique. Il se leva lentement. « Messieurs », commença-t-il d'une voix calme qui pourtant fit taire toute la salle. « Je vous remercie d'être venus. Mais j'ai une annonce à faire. Le projet est annulé. » Un silence de mort s'installa, suivi d'un murmure d'incrédulité, puis d'une explosion de fureur. L'un des investisseurs, un homme corpulent au visage rouge, se leva d'un bond. « Annulé ? Vous êtes devenu fou, Dubois. Nous avons des millions d'engagés là-dedans. Votre réputation est en jeu. » Antoine ne s'y pas. « Ma réputation ne vaut rien comparée à ce que ce projet allait détruire. » Il fut humilié. Traité de fou, d'incompétent, de traître. Le maire, blême, tenta de le raisonner, parlant de l'emploi, de l'image de la ville. Mais Antoine resta de marbre. Il ne donna aucune explication. Il ne pouvait pas encore partager l'histoire de Sophie, de Léa. C'était trop intime, trop fragile. Il se contenta d'encaisser les coups, les insultes, les menaces. Il perdait des millions. Sa carrière bâtie sur 30 ans de travail acharné s'effondrait en quelques minutes. Il était au bord de la faillite, et il le savait. Mais en quittant cette salle, sous les regards haineux de ses anciens partenaires, il se sentit plus léger qu'il ne l'avait été depuis l'âge de 18 ans. Il avait perdu une fortune, mais il venait de retrouver une raison de vivre. Le combat ne faisait que commencer. Ses anciens partenaires, cependant, n'étaient pas des hommes à accepter une défaite aussi coûteuse et humiliante. La nouvelle de l'annulation unilatérale du projet se répandit comme une traînée de poudre dans le petit monde de l'immobilier parisien et à Bricmont. La contre-attaque fut immédiate et brutale. Ils lancèrent une campagne de dénigrement, faisant fuiter des informations à la presse locale et financière. Les articles le décrivaient comme un homme instable et émotionnellement compromis. Un millionnaire ayant perdu la tête suite à un drame personnel non spécifié. On laissait entendre qu'il était un danger pour lui-même et pour ses investissements. Le maire de Bricmont, sentant son propre avenir politique menacé par l'échec d'un projet qu'il avait ardemment défendu, joua sa dernière carte. Il convoqua un conseil municipal public exceptionnel. L'objectif officiel était de clarifier la situation du projet de réaménagement du centre-ville. L'objectif officieux était de mettre Antoine sur le grill, de l'isoler et de permettre à ses anciens partenaires de présenter une nouvelle version du projet, sans lui, en le faisant passer pour un obstacle au progrès. C'était une embuscade publique. Antoine reçut la convocation. Il aurait pu l'ignorer, se retirer à Paris et laisser les vautours se partager les restes. Mais il regarda Léa, qui dessinait tranquillement à une table de l'hôtel,
son petit lapin en laine posé à côté de ses crayons de couleur. Elle était le visage de Sophie, le visage de toutes les vies silencieuses que son projet aurait écrasées. Il ne se battait plus pour sa réputation ou son argent. Il se battait pour elle, pour la mémoire de sa sœur, pour une forme de justice qu'il n'avait jamais su nommer. Le soir du conseil municipal, la salle des fêtes de la mairie était comble. L'air était électrique, chargé de décennies de frustration et d'espoir déçus. Il y avait les habitants du quartier menacés, les commerçants inquiets, les curieux, et les alliés du maire, placés stratégiquement au premier rang. Quand Antoine entra, un silence glacial s'installa. Il n'était plus le promoteur à succès, le fils prodigue revenu en conquérant. Il était un paria, un fou. Il s'assit seul, au fond, attendant son tour. Le maire ouvrit la séance avec un discours mielleux sur la nécessité de ne pas laisser Bricmont rater le train de la modernité. Puis, il donna la parole à l'ancien associé principal d'Antoine, un homme au sourire carnassier et à la voix suave. Celui-ci présenta des diapositives, des chiffres brillants, des promesses d'emploi et de prospérité. Il parla du comportement erratique de M. Dubois, de son manque de professionnalisme regrettable, et assura à l'Assemblée qu'avec une nouvelle direction, le projet pouvait et allait voir le jour, pour le plus grand bien de tous. C'était un discours parfait, logique, rationnel, et complètement déshumanisé. Puis vint le tour d'Antoine. Le maire l'appela à la tribune avec une condescendance à peine voilée. Tous les regards se tournèrent vers lui. On s'attendait à ce qu'il se défende avec d'autres chiffres, qu'il se lance dans une bataille technique. Mais Antoine monta les quelques marches du podium les mains vides. Pas de dossier, pas d'ordinateur, pas de graphique. Il se posta devant le micro et attendit que le silence se fasse. Il ne regarda pas ses anciens partenaires, ni le maire. Il regarda les visages des habitants de Bricmont. Des visages fatigués, méfiants, mais où il pouvait lire sa propre histoire. « Bonsoir », commença-t-il. Sa voix étonnamment calme et claire. « Je ne vais pas vous parler de projections financières ni de retour sur investissement. Je suis ici pour vous parler de ce que ces chiffres cachent. » Il sortit de la poche intérieure de sa veste non pas un document, mais la vieille photo Polaroid aux couleurs passées. Il la tint devant lui, pour que tout le monde puisse la voir. Cette petite fille, sur cette balançoire, c'était ma sœur, Sophie. Elle a grandi ici, comme beaucoup d'entre vous. Elle a disparu de ma vie il y a 30 ans, et j'ai passé tout ce temps à croire qu'elle avait été enlevée dans le square que je projetais de détruire. J'ai construit ma fortune sur l'idée qu'il fallait raser le passé pour ne plus souffrir. J'avais tort. Un murmure parcourut la salle. Il fit une pause, puis il sortit le petit lapin en laine usée de Léa de son autre poche et le posa sur le pupitre, à côté de la photo. Ma sœur n'a pas été enlevée. Elle a fui. Elle a fui une famille brisée par ce drame. Elle a changé de nom et a vécu toute sa vie d'adulte ici, à Bricmont, dans la pauvreté. Dans l'un de ces logements que j'appelais vétustes. Elle est morte il y a quelques mois, au seul et oublié. Mon grand projet immobilier, ce symbole de progrès, allait effacer la dernière trace de sa vie, la dernière preuve qu'elle avait existé. L'émotion dans sa voix était brute, sans artifice. La salle était suspendue à ses lèvres. Il y a quelques semaines, j'ai trouvé une petite fille abandonnée dans ce même square. Son nom est Léa. Sa voix se brisa un instant. J'ai découvert qu'elle était la fille de ma sœur. Elle est ma petite nièce. L'homme qui voulait raser ce quartier pour oublier son passé a découvert que ce quartier était le dernier refuge de sa propre famille. Le choc de la révélation fut palpable. Les visages hostiles se muèrent en expressions de stupeur, de compassion. « Ces messieurs vous parlent de progrès », continua Antoine en désignant ses anciens partenaires d'un geste de la tête. « Mais leur progrès a un coût. Il est payé par les souvenirs des gens comme ma sœur, par les vies des gens comme vous. Je ne suis pas ici pour sauver ma réputation. Elle est détruite, et c'est très bien comme ça. Je suis ici pour vous proposer autre chose. J'annule le projet, mais je ne pars pas. Je vais utiliser ce qu'il me reste de ma fortune pour créer une fondation. La fondation Sophie Dubois. Nous n'allons pas raser, nous allons rénover. Nous allons aider les gens à rester dans leur maison. Et à la place du vieux square, nous allons construire un nouveau parc. Un parc pour les enfants. Un parc qui s'appellera le parc Sophie. » Un silence profond suivit ces derniers mots. Puis, au fond de la salle, une vieille dame se leva et commença à applaudir. Lentement, timidement. Un autre habitant la rejoignit. Puis, un autre.
Bientôt, ce ne fut plus un applaudissement timide, mais une vague de soutien, un tonnerre qui a secoué les murs de la vieille mairie et a balayé les diapositives glaciales des investisseurs. Le maire, le visage décomposé, a tenté de reprendre la parole, de rétablir l'ordre, mais sa voix fut noyée. Les habitants de Bricmont, si longtemps silencieux et résignés, venèrent de trouver leur voix. Ils applaudissaient non seulement pour Antoine, mais pour eux-mêmes, pour la mémoire de leur propre famille, pour la dignité de leur ville. Les anciens partenaires d'Antoine le regardaient avec une haine pure, comprenant qu'ils n'avaient pas seulement perdu un contrat, mais qu'ils avaient été battus sur le terrain des valeurs humaines, un terrain qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont remballé leurs affaires en silence et ont quitté la salle sous les regards méprisants de la foule. Le projet de luxe était enterré, non par une décision administrative, mais par le cœur d'une communauté qui venait de se réveiller. Les mois qui suivirent ne furent pas faciles. La reconstruction fut lente, sincère et parfois douloureuse. Antoine a tenu sa promesse. Il a vendu son appartement parisien avec vue sur la Seine, sa voiture de luxe, ses montres de collection. Chaque objet vendu était un morceau de son ancienne vie qu'il sacrifiait sur l'autel de sa nouvelle mission. Il a injecté chaque euro dans la fondation Sophie Dubois. Il n'était plus le promoteur qui donnait des ordres depuis une tour d'ivoire. Il était sur le terrain, les mains dans la poussière, discutant avec les architectes, les artisans, et surtout, avec les habitants. Il a appris à écouter, une compétence qu'il n'avait jamais possédée. Il a officiellement entamé les démarches pour adopter Léa. Le processus fut long, scruté de près par les services sociaux, mais son dévouement était si évident, si total, que les doutes se sont dissipés. Il a retrouvé le père de Léa, Marc, et l'a aidé à entrer dans un centre de désintoxication, non pas pour le juger, mais pour lui offrir une chance de se reconstruire, lui aussi. Il formait avec Léa une famille nouvelle, fragile mais réelle, une famille qui apprenait à guérir ensemble, un jour à la fois. 1 an plus tard, Bricmont n'était plus tout à fait la même ville. Les façades en briques rouges avaient été nettoyées, les toits réparés, les volets cassés remplacés par des volets aux couleurs vives. La fondation avait créé des espaces communautaires, des jardins partagés, des ateliers de formation. Une nouvelle énergie circulait dans les rues, un optimisme prudent mais bien réel. Antoine n'habitait plus dans un hôtel de luxe, mais dans l'une de ces maisons en briques qu'il avait aidé à rénover. C'était plus petit, plus modeste, mais c'était la première fois de sa vie qu'il se sentait chez lui. La dernière scène de notre histoire se déroule par une après-midi ensoleillée de juin, dans le nouveau parc Sophie. Là où se dressaient autrefois des balançoires rouillés et une herbe jaunie, il y avait maintenant une pelouse verdoyante, des jeux colorés et des rires d'enfants. Léa, qui avait maintenant 8 ans, était sur une balançoire, poussée doucement par Antoine. Elle ne montait pas timidement, mais s'élançait vers le ciel, ses cheveux volant derrière elle, un rire pur et cristallin s'échappant de ses lèvres. À côté d'elle, posé sur le banc, se trouvait le petit lapin en laine, son œil recousu, gardien silencieux de leur voyage. Antoine la regardait, et pour la première fois depuis des décennies, un sourire authentique illuminait son visage. Un sourire qui ne venait pas de la satisfaction d'un contrat signé, mais d'une paix intérieure profonde. Il avait perdu une fortune, sa réputation, son ancienne vie. Mais en regardant le visage radieux de sa fille, il savait qu'il avait gagné l'univers entier. Il avait trouvé une vie qui avait un sens. Cette histoire nous rappelle que la vraie valeur ne se trouve pas dans ce que l'on possède, mais dans les liens que l'on tisse. Elle nous enseigne que parfois, il faut avoir le courage de faire face à son passé, non pas pour le détruire, mais pour le soigner, afin qu'il puisse enfin refleurir et donner naissance à un avenir meilleur. Le parc Sophie, vibrant de vie, en était la preuve la plus éclatante. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Je m'efforce de trouver et de partager des récits comme celui-ci chaque jour. Des histoires qui nous rappellent ce qui compte vraiment. Et s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires, quelle note de 0 à 10 donneriez-vous à l'histoire d'Antoine et Léa? Votre avis est précieux pour moi, et je lis chaque réponse. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Chaque histoire que nous partageons ici est une fenêtre ouverte sur ce que signifie être humain. Celle d'Antoine et de Léa nous rappelle une vérité simple mais souvent oubliée. Les fondations les plus solides ne sont pas coulées dans le béton, mais bâties avec le courage de regarder son passé en face, la compassion pour pardonner aux autres et à soi-même, et l'amour qui nous permet de reconstruire, même sur des ruines. Le plus grand projet d'Antoine n'était finalement pas de bâtir des appartements de luxe,
mais de rebâtir un lien brisé par 30 années de silence. Si vous croyez, comme moi, au pouvoir de ces récits, alors votre place est parmi nous. En vous abonnant, vous ne soutenez pas seulement une chaîne, vous rejoignez une communauté de personnes qui cherchent un sens au-delà des apparences. C'est grâce à votre soutien, à chaque vue, à chaque commentaire, que la prochaine histoire pourra être racontée. N'oubliez pas de laisser votre note, votre pensée, ou même un simple mot dans les commentaires. Chaque interaction est un fil de plus tissé dans la grande toile de notre humanité partagée, un rappel que nous ne sommes pas seuls face à nos épreuves et à nos espoirs. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire, tout aussi poignante. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.